Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Aujourd'hui, cet après-midi, la Première ministre fera l'état des lieux du bouclier tarifaire. Avec son changement en janvier, on attend entre 10 à 20% d'augmentation pour les particuliers, pour les tarifs régulés. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est un mal nécessaire ? C'est un mal très compliqué. Aujourd'hui, on voit que nos concitoyens qui sont en train de préparer l'hiver vont avoir pour beaucoup du mal à se chauffer. Et je pense que le bouclier tarifaire, tel qu'il avait été mis en œuvre, devrait encore se poursuivre quelques mois tant que nous n'y voyons pas plus clair. En le ciblant plus, peut-être ? Oui, en le ciblant plus, notamment sur les vieilles habitations. On a les capacités, grâce notamment à Bercy, de pouvoir le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir prendre des mesures nécessaires parce qu'on voit que beaucoup de Français vont renoncer à se chauffer et qu'à l'heure actuelle, malheureusement, les travaux d'économie d'énergie dans les maisons, dans les appartements ne sont pas encore suffisants pour voir que les dépenses vont exploser. Ne pas punir ceux qui ont la malchance de vivre dans des passoires. Ne pas punir ceux qui ont la malchance de vivre dans des passoires, qui ont déjà la double peine, parce qu'en fait, ils sont pointés du doigt parce qu'ils seraient les pollueurs, parce que leur maison serait mal isolée, et en plus de ça, ils ont une facture énergétique qui explose. Et donc, je crois que là-dessus, le gouvernement doit retravailler en profondeur pour avoir des aides plus ciblées. Et de la même manière, je le dis puisqu'on parle des questions d'énergie, moi j'appelle aussi ce matin le gouvernement à avoir une aide particulière sur les collectivités locales qui voient là aussi le prix de l'énergie exploser, plus 200% en moyenne dans un grand nombre de municipalités, et qui va être très difficile à tenir et qui va couper de nombreux investissements dans le pays, et ce qui est pas un bon signe dans la période actuelle. Certaines municipalités disent qu'elles ne paieront pas les factures. Vous les soutenez ou ce n'est pas civique ? Non, je ne suis pas favorable à ça. J'ai entendu cette démarche qui a été amenée. Je pense que quand on est responsable, quand on est élu local, moi je suis maire, je vais avoir ma facture d'électricité et de gaz qui va augmenter de plus de 200%. Je ne suis pas pour ne pas payer ces factures. On est élu, on est responsable, on doit payer les factures, mais on doit mettre en place un accompagnement ciblé qui aujourd'hui n'existe pas et qui devra être fait le plus rapidement possible. Emmanuel Macron veut accélérer apparemment sur la réforme des retraites, éclairé par un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dit que le déficit va s'aggraver. On a encore 2 petites bonnes années devant nous, puis après ça va se creuser jusqu'à 20 milliards peut-être de déficit en 2032. Ça pourrait passer par le financement de la sécurité sociale. C'est une manœuvre déloyale ou c'est une urgence acceptable ? Emmanuel Macron, je crois, et dans ce que j'ai entendu de ses off, puisqu'il s'agissait de off avec la presse, n'a pas compris une chose. Il n'est pas majoritaire dans ce pays, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc il va chercher tous les subterfuges pour essayer d'imposer, quoi qu'il arrive, un certain nombre de réformes. Et vouloir mettre dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, comme ça peut être indiqué, je ne sais pas si ce sera le cas et je ne le souhaite pas, un âge de départ à la retraite, ou faire une réforme cachée des retraites dans ce PLFSS est profondément scandaleux. Et moi, je le dis très clairement, si Emmanuel Macron et sa majorité veulent discuter de la réforme des retraites, alors qu'il y a un véritable débat sur la réforme des retraites, je ne crois pas et je ne comprends pas à l'heure actuelle ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent le faire, mais qu'ils viennent l'expliquer aux Français. Sur le budget, sur le PLFSS, ils ont droit à un 49.3. Est-ce que vous ferez une motion de censure alors de toutes les oppositions, LR, RN et NUPES comprises ? Je ne sais pas, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. En tout cas, nous, en tant que socialistes, nous nous opposerons clairement à ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas priver la représentation nationale et donc le débat public et les Français d'un réel débat sur leur avenir du système de retraite. Et dans ce débat, le PS dirait quoi ? Pas d'augmentation de l'âge de départ, un impôt spécial peut-être pour payer les retraites ? Non, très clairement. Nous disons qu'aujourd'hui, le système de retraite tel qu'il est fait, et d'ailleurs le rapport du COR le démontre assez justement, nous avons avec la réforme Touraine qui a été menée, la capacité de tenir notre système de retraite encore un certain nombre d'années. Il faut aussi penser le nouveau modèle social, il faut penser les nouvelles façons de travailler. On voit qu'aujourd'hui, on a des carrières qui sont interrompues, on a des ruptures de poste qui arrivent, on doit repenser la façon de partir à la retraite. Moi, ma position, à l'heure actuelle, elle est très simple. Elle est de dire, pour les métiers pénibles, il faut pouvoir partir à la retraite à 60 ans, avec la durée de cotisation telle qu'elle a été faite par la réforme de Marisol Touraine à l'époque. Et ce système-là est tenable. Si on arrive à mettre en place des cotes et des surcotes, notamment liées à la pénibilité du travail, on peut avoir un système de retraite qui est équilibré. L'assurance chômage aussi doit être réformée. Pour l'instant, elle est prolongée. Une indemnisation élastique selon la conjoncture, c'est un bon stimulant pour l'emploi, alors qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre un peu partout. Et alors donc, ça veut dire que quand la situation économique ira bien, on payera moins. Moi, on paiera moins longtemps. Je ne comprends dire aux gens, pas reprenez vite un travail, il y en a. En fait, en vérité, cette réforme qui est en fait une réforme financière. La réalité, c'est que c'est un impôt déguisé.
tout comme la réforme des retraites. Quand le gouvernement veut passer l'âge à 65 ou 67 ans pour les retraites, et quand il veut pénaliser celles et ceux qui sont à l'assurance chômage, c'est en fait pour faire des économies et pour gagner des milliards chaque année. Parce qu'en fait, ils n'assument pas aujourd'hui la politique qu'ils ont conduite, qui était la politique du quoi qu'il en coûte, notamment pendant le Covid, et qu'il faut rembourser. Donc on veut toujours taper sur la tête des mêmes. On veut taper sur celles et ceux qui sont au chômage, sur les plus précaires, sur celles et ceux qui sont en difficulté, sur les seniors en fin de carrière. Et donc par des mesures néolibérales, on voudrait imposer un modèle qui est profondément injuste. Aujourd'hui, on a des moyens de financer dans ce pays. Les richesses, elles existent. Vous savez, là, on fait notre interview depuis quelques minutes. Il suffit de compter jusqu'à 3 pour que les plus grands milliardaires français aient gagné 10 000 euros. Est-ce qu'autour de la table, nous avons gagné 10 000 euros en 3 secondes? Non, personne. Par contre, vous êtes fiscalisés, vous et moi, quasiment au même niveau que ces milliardaires. Eh bien, moi, je veux qu'aujourd'hui, dans ce pays, on ait une véritable réforme fiscale en profondeur qui permette de casser ces inégalités qui sont en train de miner notre pays. Sans faire fuir les investisseurs. Mais ça, c'est toujours finalement le sujet qui est amené. Faire fuir les investisseurs. Les riches créent des emplois, voilà. Quand on investit en France et quand on crée en France, on le fait pas pour rien. On le fait parce qu'il y a un savoir-faire. On le fait parce qu'il y a une protection sociale. On le fait parce qu'il y a des salariés qui sont accompagnés. Et tous ces grands investisseurs qui, pour beaucoup, gagnent de l'argent, et c'est tant mieux parce qu'ils créent de la richesse, le font aussi en France parce qu'ils savent qu'en France, la capacité d'investir est bonne. Dernier chantier, la fin de vie, une convention citoyenne, c'est une bonne méthode qu'on en discute entre nous? Oui, qu'on en discute. Moi, je pense que ça pourrait aller plus vite. Ça fait de nombreuses années qu'on porte ce sujet et je crois qu'il est enfin temps que le droit à mourir dans la dignité dans notre pays soit effectif. Moi, je suis un partisan du droit à mourir dans la dignité et notamment du suicide assisté tel qu'il existe dans des pays voisins. On l'avait avec Jean-Luc Godard hier en Suisse. Je crois que vraiment, on doit avancer rapidement dans ce pays parce que le parcours de fin de vie pour de nombreux de nos concitoyens est très difficile et je veux qu'on puisse laisser ce droit à chacun de choisir sa fin de vie. Si référendum il y a, et c'est un sujet digne d'un référendum, vous pourriez voter oui, le PS pourrait appeler à voter oui. Ah, selon la question, évidemment, oui, nous appellerons à voter oui. Je crois que le Parti socialiste a toujours été très clair sur cette question-là. Et d'ailleurs, on ne peut que regretter qu'à l'époque, quand la loi Claes-Leonetti a été faite, qui donne les directives aujourd'hui qui existent, nous ne soyons pas allés plus loin dans la démarche. Mais je crois qu'aujourd'hui, la société est mûre pour ça. Et en tout cas, moi, j'y suis très favorable. La NUPES s'est déchirée autour de la valeur travail. Est-ce que Fabien Roussel n'a pas raison quand même de dire, attention, la gauche doit d'abord se préoccuper du salaire du travail, amener le plus de monde vers le travail, tout en payant des allocations, mais sans que ça devienne un système où l'on passe toute sa vie? Si Fabien Roussel avait dit ce que vous venez de dire, Christophe Barbier, je signerais c'est ce que j'ai compris, moi, quand je regarde le texte. Le problème, c'est que, dans le fond, moi, je suis pour la gauche du travail, je suis pour que chacun puisse trouver un travail, que chacun puisse se trouver les leviers de l'émancipation liés à son travail. Le problème, ce sont les mots qui ont été utilisés. Quand on parle de la gauche des allocs, quand on veut laisser entendre qu'il y aurait dans ce pays des gens qui sont assistés et d'autres qui ne le sont pas, c'est mettre la focale toujours sur les mêmes. Mais c'est ce qu'on entend un peu dans l'électorat populaire. Mais c'est ce qu'on entend surtout dans les mots de la droite et de l'extrême droite. Et on ne combat pas la droite et l'extrême droite et on ne va pas chercher les catégories populaires en utilisant les mots de la droite et de l'extrême droite. Oui, dans notre pays, chacun doit pouvoir avoir un travail, chacun doit pouvoir avoir le droit d'avoir un travail. Oui, moi je suis par exemple pour une garantie de l'emploi dans ce pays qui permette d'aller véritablement vers le plein emploi, pas comme les mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Mais en même temps, on ne peut pas vouloir stigmatiser des femmes et des hommes qui sont en précarité, qui sont en difficulté, qui sont au RSA, qui ont 450 € par mois d'allocation et faire croire que les difficultés de ce pays pèsent sur eux. Ce n'est pas responsable de la part de dirigeants de gauche de ce pays. Quand vous dites garantie d'emploi, vous allez jusqu'au système pensé par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'État qui embauche finalement les chômeurs en dernier recours? Exactement. Je pense notamment à ce qui a été mis en place dans de nombreux territoires et qui fonctionne bien, qui s'appelle le territoire zéro chômeur, qui est une vocation d'amener le plus grand nombre de la population vers le plein emploi. Et grosso modo, quand on dit plein emploi, parce que ça aussi, ce sont des sujets qu'on n'évoque pas, c'est 4 ou 5% de la population active qui reste malgré tout au travail. Au chômage.
au chômage, pardon, et que ces 4 ou 5%, ils puissent être accompagnés par des structures d'insertion, par l'État, pour pouvoir être réinsérés dans la société. Parce que la réalité, c'est que quand on est au RSA, quand on est en grande précarité, quand on est en grande difficulté, c'est aussi parce que les leviers ne sont plus mis en œuvre pour accompagner vers le travail. Un nouveau conflit aux marges de l'Europe. L'Azerbaïdjan attaque l'Arménie. Mais l'Azerbaïdjan nous livre du gaz. Que doit faire la France? Que doit faire l'Europe? La France doit condamner très, très fortement et sans aucune hésitation. Et agir? L'attaque, agir dans le cadre européen, agir dans le cadre international. Le Parti socialiste a toujours été aux côtés de l'Arménie quand elle a été attaquée. L'année dernière, aux côtés du Haut-Karabakh. D'ailleurs, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, s'était déplacé au Haut-Karabakh. Cette situation n'est pas acceptable. On ne peut plus vivre aujourd'hui sur notre continent européen ou à proximité européenne en voyant des États souverains qui puissent être attaqués par d'autres puissances et que la France ne réagisse pas parce qu'on aurait des liens notamment économiques avec les pays qui agressent. Ça, ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Et il faut une Europe qui soit forte, qui soit en capacité de répondre de manière unanime sur ces attaques qui mettent à mal, qui tuent des femmes, des enfants et qui mettent vraiment à mal des territoires. C'est le président turc Erdogan qui peut agir. Est-ce qu'il faut se rabibocher avec lui pour qu'il nous aide? Je crois qu'il est nécessaire de parler plus fortement avec le président turc pour arriver à trouver une solution qui soit une solution la plus rapide possible vers une fin de ce conflit. Et moi, je veux encore une fois redire quelque chose de très clair. On voit dans l'histoire de notre continent que ce sont toujours les mêmes peuples qui sont attaqués. Les Arméniens ont subi les foudres et les attaques à répétition ces dernières décennies et on doit accompagner les Arméniens dans cette lutte et ce combat parce qu'il n'est pas acceptable. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va prononcer son grand discours sur l'état de l'Union. Elle reviendra sans doute sur cette idée de plafonner le prix du gaz importé par la Russie, au risque d'une coupure de toutes les énergies livrées. Vous soutenez cette démarche? Oui, je soutiens cette démarche. Je crois qu'on ne peut plus, dans la période dans laquelle nous sommes, faire des relations internationales et penser nos relations avec les autres, et notamment avec la Russie, qui agresse depuis maintenant plusieurs mois l'Ukraine et qui produit sur le territoire ukrainien des crimes absolument abjects, se dire qu'on a la main qui tremble ou qu'on hésite pour des histoires de gaz. Je crois qu'aujourd'hui, les relations internationales et les liens transnationaux permettent aussi de trouver les voies et les moyens d'éviter ça. Pierre Jouvet, merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité à 7h45 sera Julien Bayou, secrétaire national Europe Écologie Les Verts, député de Paris et coprésident du groupe à l'Assemblée.